Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jules Pointet-Castan. Il est CEO de Liber. Comment tu vas, Jules ? Ça va super, et toi? Merci Romain de m'inviter aujourd'hui. Bah écoute, moi je suis en pleine forme. Il y a un beau soleil à Nice, donc ça met la patate pour commencer la journée. Alors comme tu le sais, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Est-ce que tu peux me présenter ton début de parcours pro avant le Web3? Alors moi, très rapidement, après mes études à McGill, j'ai bossé pas mal en conseil assurance et financier chez PwC au Luxembourg. Suite à cette expérience, j'ai travaillé à la Bourse du Luxembourg en finance verte sur le marché obligataire vert du coup. Voilà, c'est ma petite expérience avant que le Web3 arrive dans ma vie. Je te propose que tu nous parles de ta rencontre avec le Web3 et notamment, je crois, d'une fameuse soirée qui a été pour toi un tournant par rapport à ça. Ouais, exactement. Bah, en effet, c'est un peu arrivé de nulle part. Je partais pour faire une simple soirée avec des amis et je me retrouve jusqu'à 4 heures du matin à parler avec une personne fervent défenseur de l'idéologie Bitcoin et Ethereum qui m'explique de minuit à 4 heures du matin pourquoi c'est une révolution, pourquoi ça va changer le monde, pourquoi le système financier est en pleine mutation. Donc ça a été très spécial, très intense aussi comme rencontre. Et suite à ça, bah, moi, je m'y suis mis à titre personnel, à m'informer de tout cet écosystème, à regarder des vidéos d'Asher dans mon lit sur YouTube. Donc voilà un peu d'où est venu le Web3 dans ma vie. Ouais. Ok, bah effectivement, c'est souvent le cas, hein. C'est une personne ouais, qui nous initie à ça et qui fait ouais, qu'on accroche à cette idée. Mais du coup, alors ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu es toujours en contact avec cette personne ou ça a été une Ouais. rencontre fortuite et vous êtes plus jamais revus derrière? Non, non, je suis toujours en contact avec cette personne. On se parle de temps en temps. Il me demande des news de Liber, de comment ça va, ouais, ce qui se passe sur la société. Et puis, lui de même de son côté a évolué en crypto. Donc on est toujours très potes aujourd'hui. Et on a une super relation. Et puis, je lui dois un peu mon entrée dans la crypto. Ok, bah écoute, c'est une super histoire. Et est-ce que tu te souviens peut-être l'argument qui avait fait mouche ou le truc que tu avais retenu et où tu t'étais dit, ouais, effectivement, là, je comprends, il y a vraiment un truc de fou qui est en train de se passer. C'était pas nécessairement, en fait, si tu veux, un argument, c'était plus la conviction de cette personne. J'en ai rarement vu des mecs aussi sûrs d'eux sur un tel sujet qui en parlaient avec autant de passion. C'est plus ça, en fait, moi, je suis très axé côté humain et la façon dont il me l'a expliqué. Alors, il a pris le temps parce que c'était pas évident déjà aujourd'hui, mais alors à l'époque c'était encore plus compliqué parce que c'était vraiment complètement nouveau. Ouais, non, c'était plus la façon dont ça s'est fait qui m'a fait me raccrocher un peu à cette aventure crypto. Et alors donc suite à ça, comme tu le disais, tu t'es mis à diguer, forcément comme tout le monde, tu tombé dans the rabbit hole comme on dit, et tu as fait tes propres recherches. Quel constat tu as fait finalement, sur, on va dire l'état de l'écosystème Web3 et pour faire aussi le lien avec, bah, voilà la création, de Liber qu'on abordera, juste après. Ça a été quoi finalement les constats que tu as pu faire dans cet écosystème qui soient bons ou peut-être un peu plus négatifs et justement, qui t'ont amené, ensuite à créer la société? Bah, au premier abord, c'est vrai que c'est un univers qui était propre à lui-même, qui était vraiment inconnu au bataillon. Donc les ressources qui nous étaient mises à disposition n'étaient pas très complètes ou parfois difficiles à trouver. Ceci étant dit, ça nous a pas empêché
en tout cas de se développer là-dedans. Les constats qu'on a fait surtout au départ, c'était la complexité de l'investissement. Comment on fait parce que il faut faire des comptes là-dessus, mais ensuite comment on dépose de l'argent, comment on trade, toutes ces choses-là qui sont propres à l'écosystème crypto. Donc ça, c'était mon premier constat. Le deuxième gros constat, il est venu quelques années après, et ce constat était plus du coup réglementaire, qui est venu au cours des années 2021-2022, avec tous les soucis que notre écosystème a rencontrés, et le développement de la réglementation en France, en Europe et partout dans le monde. Donc voilà, c'était majoritairement ces deux constats qu'on a eu depuis le départ. Ouais. Ok, bah merci pour ta réponse. Alors, bah, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles bah, de la jeunesse de Liber. Alors, tu nous as parlé effectivement des difficultés ou des points négatifs que tu as pu constater dans l'écosystème, notamment bah, voilà, peut-être l'expérience utilisateur qui était clairement pas au rendez-vous, qui l'est peut-être toujours pas d'ailleurs. Les sujets réglementaires, mais voilà. C'était quoi le début de l'histoire? Peut-être raconte-nous comment tu as rencontré aussi tes futurs associés et puis comment vous êtes mis autour de la table pour vous dire ça y est, on y va et on lance quelque chose. Ouais, bien sûr. Bah, donc voilà, moi j'étais dans l'écosystème crypto à titre perso depuis un moment. J'ai commencé à mettre mes ronds dedans. Et à la fin de mon job à la Bourse du Luxembourg, j'ai du coup un ami d'enfance qui m'appelle et qui me dit, écoute Jules, voilà, je sais que tu t'intéresses à la crypto depuis quelques temps, avec un ami, on aimerait monter un broker en France pour simplifier en fait l'investissement en crypto, et surtout être un acteur réglementé, parce qu'on voit comment ça évolue et on sait que ça va être important d'être PSAN, en tout cas en France, sur les années à venir. Du coup, moi, forcément, bah, ça s'aligne complètement avec ma vision des choses, parce que moi-même, j'ai été le premier à avoir des difficultés à investir, et par la suite à comprendre, bah, en effet, tous les soucis réglementaires que pouvait y avoir, et tout ce qui s'est passé entre Luna, FTX, Celsius, etc. Donc Liber est né de cette idéologie de se dire, bah, en fait, il y a un vrai marché. Au-delà du vrai marché, nous, on est fervents défenseurs, évidemment, de l'idéologie de Bitcoin sera une réserve de valeur à un moment donné. Et en partant de ce principe-là, on s'est dit, bah ouais, il y a quelque chose à faire avec la simplification en fait de l'investissement, et de la démocratisation en masse en fait de cet écosystème. Et on était persuadé, et on l'est toujours, que ça passe par des meilleures expériences utilisateurs, des simplifications de process comme les entrées en relation, donc le KYC, et aussi la simplicité en fait, une fois que tu te retrouves sur ton appli, d'acheter, de vendre, d'échanger de la crypto. Donc c'est de ces constats-là, de l'évolution constante aussi du marché en France notamment, que Liber est né. Alors justement, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles de l'expérience utilisateur que vous proposez chez Liber. Est-ce que tu peux nous dire finalement, quand on a un nouveau client, bon voilà, on a entendu parler de Liber, on arrive sur votre site, on a envie d'investir, comment ça se passe concrètement? C'est quoi les grandes étapes et comment vous faites pour que l'expérience soit le plus smooth possible? À titre purement informatif, nous, comment on a construit Liber, donc on est passé par une agence qui est partie en fait interroger notre cœur de cible, et suite à ces dizaines et dizaines et dizaines d'interviews qu'ils ont fait, en fait c'est de là qu'est né le produit, l'interface euh, de Liber. Et ces problématiques, c'était bah, comment faire en sorte que ça soit le plus intuitif, le plus ergonomique. Donc comment ça se passe maintenant qu'on a téléchargé Liber? Bah, c'est une création de compte, c'est un KYC en 5 minutes, et la possibilité derrière d'acheter en 2 clics de la crypto grâce à Apple Pay. Donc voilà, tout a été pensé partout, que ce soit du KYC, de l'achat, de l'échange, de la vente, du dépôt en crypto, du retrait en crypto, pour que ça soit le plus simple possible. Mais attention, simplicité, ça ne veut pas dire que c'est une plateforme pour bébés, c'est une simplicité qui reste professionnelle, où on a essayé vraiment d'allier tous les sujets qui nous concernaient, en tout cas chez Liber, et ceux à quels on voulait répondre, dans une seule et même application, pardon, pour voilà, simplifier cette expérience utilisateur et faire comprendre, en fait, surtout, que c'est pas si compliqué que ça d'investir.
Alors, ce que je te propose, c'est que tu nous donnes aussi maintenant quelques chiffres clés, tu vois, notamment sur les cryptos que vous proposez. Est-ce qu'on achète directement les cryptos sur votre application? Est-ce qu'on achète, je sais pas, tu vois, un genre de panier dans lequel on peut avoir un pourcentage de différentes cryptos en fonction du niveau de risque auquel on veut s'exposer? Puis aujourd'hui, bah, peut-être, même si des données sont peut-être un peu confidentielles, mais combien vous avez de téléchargements, combien vous avez de clients actifs, etc. Alors sur les cryptos, pour le moment, on propose les 20 plus grosses market cap de l'écosystème. Mais voilà, il est prévu évidemment qu'on ajoute des nouvelles cryptos de temps en temps. Alors voilà, c'est quelque chose qui est pas si facile à implémenter dans la mesure où il y a beaucoup de monitoring à faire en interne. Mais évidemment, le but, c'est de rajouter des cryptos avec aussi les tendances de marché pour aller chercher des volumes intéressants. Il y a aussi en effet la possibilité de se créer, comme tu l'as dit, des sortes de stratégies d'investissement qui vont te permettre de faire de l'investissement récurrent sur toutes les cryptos qui sont disponibles chez nous. Et tu vas pouvoir en effet te créer des bundles. Donc si par exemple demain j'ai envie de mettre une stratégie en place, je peux mettre dedans du Bitcoin, de l'Ethereum, Solana, et je peux dire je vais allouer 20% à Bitcoin, 20% à Solana et 60% à Ethereum. Et j'ai envie que cette stratégie, toutes les semaines, elle s'active. Donc, je vais mettre un investissement récurrent de 100 euros, on va dire, toutes les semaines. Et toutes les semaines, ça va investir ces 100 euros dans ma stratégie. Ce qui permet du coup de simplifier aussi l'investissement si les gens n'ont pas nécessairement cette envie de passer leur vie sur l'application. Donc voilà, donc ça c'est pour les cryptos qu'on propose et les stratégies. Et au niveau des téléchargements, oui, je peux te donner quelques chiffres. On a plus de 4000 téléchargements aujourd'hui. Le reste, voilà, c'est des chiffres qu'on garde pour nous pour le moment. Mais de temps en temps, on en poste sur nos réseaux pour montrer aussi notre croissance, évidemment. Et j'imagine qu'en ce moment, alors avec le regain d'intérêt qu'il y a, on va dire les marchés qui, on va dire, qui s'embellissent. Alors même si là, depuis quelques semaines, on est un peu sur un entre-deux, mais bon, depuis le début de l'année, il y a eu quand même une augmentation forte des marchés, avec notamment tout le narratif autour des ETF Bitcoin Spot. J'imagine que vous le ressentez dans le nombre de téléchargements et les marques d'intérêt sur le site. Oui, forcément, l'arrivée des institutionnels, ça aide beaucoup. Et puis on a aussi les ETF de Hong Kong qui vont sur Bitcoin, qui vont commencer à être tradés là bientôt. Alors oui, même si depuis quelques semaines ça s'est un peu ralenti, on a quand même un engouement qu'on ressent en interne, ce qui est normal, hein, puisqu'on a des nouveaux acteurs, on a de la nouvelle liquidité qui arrive sur le marché, et forcément le mot crypto fait plus parler de lui qu'auparavant. Donc oui, oui, ça se ressent. Ouais. Ok, ça marche. Ben, merci pour ta transparence. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille sur le sujet du PSAN. Alors forcément, ça devient un avantage concurrentiel très fort d'avoir un enregistrement PSAN. Du coup, voilà, moi, ça m'intéresserait si tu pouvais nous donner un petit peu peut-être les coulisses de ça, bah, comment vous y êtes pris pour obtenir ce précieux sésame, tu vois. Que tu nous racontes un peu l'intérieur et le process. Alors après, je sais que c'est forcément un avantage concurrentiel, donc l'idée c'est pas que tu expliques à tes concurrents comment ils peuvent faire pour l'avoir aussi, mais voilà, je sais pas ce que tu peux nous raconter là-dessus. Je pense que c'est intéressant d'en savoir un peu plus. Non, bah oui, c'est sûr que le PSAN, c'est forcément un avantage concurrentiel aujourd'hui sur le marché. Nous, on a eu la chance de l'obtenir en 2022, à un moment donné où il n'y avait pas encore trop de sociétés qui le demandaient, donc les process allaient relativement beaucoup plus vite et ça coûtait surtout beaucoup moins cher. On a été accompagné par un super cabinet qui nous a permis de l'obtenir relativement rapidement, même si c'est quand même relativement chronophage comme type de licence entre les dépôts de dossiers, l'instruction avec le régulateur et enfin, si tout se passe bien, l'obtention de la licence. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup plus qu'avant. Les délais sont beaucoup plus gros et ça a un coût non seulement financier mais de temps. Et à des stades de société très petits, on va dire, le temps et l'argent, c'est pas toujours des choses dont on dispose. Euh, donc ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est très très heureux d'avoir fait cette démarche il y a 2 ans. Bien sûr, j'imagine, et j'imagine aussi que c'est pas parce qu'on l'a eu qu'on le garde, on va dire ad vitam aeternam. Et j'imagine qu'au quotidien, il y a aussi beaucoup de travail à fournir, beaucoup de reporting, de choses comme ça pour le garder et rassurer le régulateur sur le fait
qu'on est toujours sérieux dans, on va dire, dans le management du risque ouais, réglementaire. Ouais, complètement. En interne, on est obligé d'avoir de l'effectif dédié à ça, dédié à du reporting, à la mise en place des politiques qu'on a envoyées du coup aux régulateurs. Donc que ça soit des politiques de confidentialité, que ce soit des politiques de traitement en interne. Donc c'est pas, voilà, une fois qu'on obtient l'Obsan, c'est pas terminé, ça s'arrête pas là. De toute façon, il y a des contrôles qui sont faits, il y a des PSAN qui sont enlevés aussi. C'est arrivé, c'est déjà arrivé. Ouais, le PSAN, c'est pas si simple que ça. C'est quelque chose euh, qui s'étend sur la durée. Et on a des obligations, nous, en tant que PSAN, aussi à respecter. Donc, c'est pas toujours évident. Mais de par le fait que ça nous donne un avantage très concurrentiel, forcément, on fait de notre mieux pour être dans les lignes en permanence. Ouais. Alors écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille un petit peu sur ton parcours au sein de Liber, Ouais. puisque quand j'ai regardé ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu avais occupé trois types de postes différents au sein de la société. Tu as commencé Head of Sales, ensuite tu as été Managing Director et maintenant tu es CEO. Bah, est-ce que tu peux nous parler de ton évolution dans la société, voilà, comment tu as gravi les échelons pour aujourd'hui, voilà, on va dire être le boss de la boîte? Bah, au départ, voilà, en tant que head of sales, c'était de gérer, en fait, lorsqu'on construisait le produit, qu'on construisait nos équipes, c'était beaucoup de contacts, de partenariats. Alors, pas de partenariats niveau marketing, mais de partenariats commerciaux. Donc, avec les prestataires avec qui on travaille, d'être capable de trouver les bons, sans qu'ils coûtent trop cher non plus, parce que trouver des bons prestataires, c'est une chose, mais d'avoir ce qu'il faut en termes de ressources, c'est une chose aussi. Donc faire attention à, voilà, avec les budgets qu'on avait, à comment être sûr que le développement de l'appli se passe bien, qu'on soit en conformité et que les prestataires derrière soient scalables aussi. Donc ça a été une grosse mission dans un premier temps. Et puis on était quand même au début de la boîte, donc il n'y avait pas que ça. On faisait un peu de tout forcément, mais mon activité principale c'était de ça. Puis j'ai commencé forcément à prendre goût à cette aventure d'un point de vue professionnel aussi, au-delà de simplement monter une société. Donc je me suis beaucoup plus investi sur les sujets qui traitaient de la société en elle-même, à savoir tout ce qui traitait du recrutement, voilà, toutes ces choses-là, gérer la boîte avec les comptables, toutes les petites choses du quotidien que le boss d'une boîte réalise en réalité. Donc, ce qui m'a conduit du coup à ces rôles de managing director et par la suite de CEO. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai repris complètement la machine depuis quelques mois et super heureux d'en être aujourd'hui le responsable. On a une superbe équipe avec nous, dont on est super fiers. Et c'est un vrai plaisir de bosser avec ces gens-là aujourd'hui. Ok, bah écoute, ça fait plaisir à entendre. C'est toujours agréable de, voilà, de savoir que l'équipe est au top et que voilà, l'ambiance est bonne et que ça bosse dans un état d'esprit constructif. Bah, Du je coup, trouve que c'est assez important à ce stade de société de bien choisir les personnes avec qui on s'associe. Parce que quand on est au stade de start-up, c'est pas évident de garder des gens sur le long terme, soit parce que t'es pas capable de t'aligner sur les mêmes salaires qu'en entreprise. Donc voilà, donc c'est vraiment un plus de bien s'entendre avec son équipe. Ça, c'est une certitude, ouais. ouais, effectivement, et bah, plus l'effectif est petit, forcément, plus l'impact d'un mauvais recrutement est fort sur la boîte, hein. Comme je dis souvent, si tu as 4 personnes dans la boîte et que le cinquième, tu te trompes, finalement, tu as 20% de l'effectif de la boîte qui correspond pas à tes C'est attentes. ça. Donc, en fait, c'est énorme. Yes. Alors, tout à l'heure, tu disais que vous aviez dépassé les 4000 téléchargements, donc ça commence commence à faire pas mal. Tu saurais nous dire un peu tes secrets en termes de gross hacking sur une cible de clients, voilà, du coup, B2C voilà, je sais pas comment vous avez réussi à atteindre ce chiffre-là. Tu vois, c'était quoi le secret, peut-être pour aller les chercher. Encore une fois, l'idée n'est pas de dévoiler vos secrets maison, mais voilà, je trouve c'est intéressant d'échanger là-dessus pour savoir un peu comment vous y êtes pris. Ouais, alors voilà, donc c'est moi qui m'en occupe aujourd'hui avec des prestataires qui m'accompagnent là-dessus. Donc moi déjà de base, c'est pas nécessairement mon expertise, mais j'ai réussi à bien m'entourer pour obtenir les chiffres qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place. Alors forcément, il y a les stratégies d'acquisition, où là on va faire beaucoup d'ads, beaucoup d'OP aussi avec des influenceurs, des médias, des press releases aussi, avec des newspapers de temps en temps. Même si en termes d'acquisition, c'est pas nécessairement ce qui nous rapporte le plus, mais c'est très important en fait, si tu veux, pour l'image de marque, pour la notoriété de la société.
parce que tu peux pas du jour au lendemain, peu importe si ton produit il est bon ou pas, tu peux pas espérer avoir J1 des clients instantanément. Avant, il faut que tu développes cette image de marque, que les gens associent Liber à des couleurs, à des logos. Et ensuite, grâce à ce type de stratégie, justement, ça te permet de retargeter ces personnes-là. Et derrière, on met en place forcément des stratégies de rétention qui vont parce que c'est facile d'avoir un client, on va dire, mais le garder, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc c'est ça aussi qu'on met en place en interne pour faire en sorte que non seulement nos chiffres augmentent, donc c'est toutes ces petites stratégies, c'est vraiment de l'image de marque, beaucoup d'acquisitions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les chiffres qu'on a aujourd'hui. Ok, bah écoute, merci pour ta transparence. C'est cool de nous avoir partagé ces deux, trois tips. Ce que je te propose maintenant pour la dernière partie de l'interview, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus personnelles. Voilà, peut-être que tu sortes un peu de ta casquette de CEO de Liber et que tu reprennes peut-être un peu plus ton côté dégène et investisseur, on va dire. Si tu devais me citer un autre projet coup de cœur que tu suis en ce moment ou sinon une tendance qui te hype, de quoi Ouais. tu auras envie de me parler? Alors moi, je suis depuis pas mal de temps tout ce qui concerne les layers 2 à titre personnel et investissement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je suis particulièrement Optimisme, qui est mon coup de cœur de toutes les layers 2 qui existent aujourd'hui. Je les suis depuis pas mal de temps maintenant. Je me suis fait un petit bag sympa dessus il y a quelques mois. Puis j'avais un petit peu d'Arbitrum aussi, mais voilà, à choisir Optimisme de mon côté. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu as dig aussi tous les nouveaux qui n'ont pas encore release de token, notamment ouais, les ZK Sync, Scroll, Linéa, etc. Est-ce que tu t'es intéressé à ça aussi? Alors oui, oui, forcément, mais forcément, on est un peu obligé pour suivre les tendances et voir ce qui évolue. C'est un marché qui est en constante évolution, donc optimisme, pardon, c'est peut-être celui qui me convient le plus aujourd'hui, mais demain, ça sera peut-être autre chose. Donc voilà, je garde en tête cette tendance de layer 2. Donc je surfe un peu sur les projets qui sortent et qui sont pas encore sortis, forcément. Ok, et alors du coup, bon, on arrive déjà à la dernière question de l'épisode. C'est la question, je pense, la plus difficile. Voilà, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que tu me dessinais ton Web3 idéal dans 10 ans, à quoi tu aurais envie qu'il ressemble? Mon Web3 idéal dans 10 ans, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Le marché est en pleine réglementation. Bah déjà, tiens, ça serait un marché enfin réglementé avec des directives claires et surtout des effectifs au niveau des régulateurs assez suffisants pour que tout le monde puisse se développer sans qu'il y ait trop d'avantages concurrentiels non plus. Que toute entreprise puisse obtenir les mêmes sésames que les grosses entreprises aussi, et que ça soit pas réservé à seulement celles qui ont des millions ou des milliards et qui soient des centaines en tant qu'effectifs. Ça déjà, ça serait quelque chose de génial partout en France et en Europe et dans le monde évidemment aussi. Donc ouais, d'un point de vue réglementation, déjà, ça serait quand même, ça serait superbe. Que l'adoption aussi soit multipliée par des gros montants au niveau des acteurs retail, tout simplement, que cette adoption elle soit beaucoup plus grosse et que la crypto de manière générale soit beaucoup plus présente dans le quotidien de toi et moi par exemple, qu'on puisse beaucoup plus facilement aujourd'hui pouvoir aller payer en crypto dans des restaurants, recevoir sur des plateformes de crypto des salaires, évidemment pour que ça soit réglementé, pour éviter des FTX encore. Mais voilà, mon idéal, c'est de pouvoir parler de crypto comme on parle d'un investissement immobilier ou d'un placement en bourse avec n'importe qui, parce que ça sera arrivé dans le quotidien de tout le monde finalement. Ok, bah écoute, merci pour tes apports. Effectivement, ouais, plus d'adoption, ça paraît évident pour tout le monde, mais ouais, je pense que finalement, il y a un lien aussi avec le premier point que tu mentionnais, Forcément. le plus d'égalité de traitement réglementaire. Je pense que ça permettrait aussi à plus d'acteurs peut-être de se positionner. Alors bien entendu, s'ils sont legit et qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour protéger Bien les sûr. investisseurs, mais ouais, plus il y en aura et plus on va dire l'égalité de traitement arrivera, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement on va dire les très très grosses structures qui arrivent à se positionner sur ces marchés. Et je pense, ouais, on devrait arriver à cette adoption de masse avec plus d'acteurs dans le marché, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que cette adoption, elle part de tout en haut de l'échelle, hein. Si demain, les régulateurs décident de mettre un terme à le fait que ça soit légal de posséder des cryptos, c'est sûr que l'adoption, elle sera compliquée. Mais ils savent très bien qu'ils ont toutes les cartes en main pour justement
continuer à ce que le marché crypto grandisse. Et c'est très bien qu'on ait des institutionnels qui viennent se positionner dessus pour de un rassurer les régulateurs et montrer qu'il y a un réel intérêt derrière et que là, pour le moment, c'est plus vu comme un instrument financier de manière générale, mais qu'à terme, l'idéologie Bitcoin soit beaucoup plus ancrée aussi et que la possibilité d'en faire une réserve de valeur arrive réellement aux yeux des régulateurs et des institutionnels plus tard. Ouais. Ce qui forcément découlera de beaucoup plus de facilité, en tout cas en termes d'adoption, en termes de création de société dans les années à venir. Ok, c'est noté. Bah écoute, merci beaucoup Jules en tout cas d'avoir enregistré cet épisode avec moi. C'était super cool de t'avoir. Merci pour tes apports. Content qu'on ait pu le faire ensemble. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Ouais, bah merci déjà à toi de m'avoir reçu sur ton podcast. C'est super d'avoir des petites discussions comme ça de temps en temps et de pouvoir partager aussi nos retours d'expérience finalement dans l'écosystème. Bon, moi, si j'ai qu'un mot à dire, c'est la crypto à portée de main, c'est chez Liber et chez personne d'autre. Voilà. Ok, c'est noté. Bon, on partagera bien entendu dans le descriptif du podcast voilà, les liens pour aller voir ce que vous faites de manière plus précise. Et bah, merci encore. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite, Jules. Salut. Merci beaucoup, Romain. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.